Bonjour et bienvenue dans cette dernière capsule consacrée à la mécanique quantique, du moins à une introduction. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a déjà pas mal de perspectives. Ce sera d'ailleurs le titre de cette vidéo. Nous allons quitter tous les chemins traditionnels de la mécanique quantique et aller vers des horizons qui sont plus ou moins inconnus. J'imagine que ça va perturber peut-être certains spécialistes qui nous écoutent en disant qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là. Ben oui, mais je veux vraiment ouvrir de nouveaux horizons ici. Peut-être que nous n'avons pas considéré toutes les choses que nous aurions dû considérer. Et vous avez compris bien évidemment que je veux parler des énergies négatives, qui est le gros tabou de la mécanique quantique. On n'en veut pas généralement et on fait tout et n'importe quoi pour essayer de l'éviter. Pourquoi? Est-ce qu'on peut vraiment éviter ces énergies négatives? Pourquoi le fait-on? Qu'est-ce qu'on propose d'autre? C'est ce que nous allons voir ici. Et d'abord, pourquoi les évite-t-on? Eh bien, regardez, voici extrait d'un cours ici, dont malheureusement je n'ai pas le nom de l'auteur, ça fait partie des joyeusetés d'Internet, sinon j'aurais mentionné cet auteur évidemment, mais en tout cas c'est un cours qui date de 2020, donc assez récent, et on nous parle notamment si par rapport à la relation d'Einstein qui est rappelée ici, E carré est égal à P carré plus M carré, c'est la relation 13, hein, nous avons deux signes pour l'énergie puisque vous avez l'énergie qui apparaît au carré. Donc quand on en extrait la racine carrée, vous avez une racine carrée avec un plus et une racine carrée avec un moins. C'est inhérent à toute théorie relativiste. Mais regardez ce que l'auteur, et j'aurais pu citer d'autres auteurs qui disent la même chose, regardez ce que l'auteur donc dit après son équation 14. Le fait que vous ayez des énergies, des solutions à énergie négative n'est pas tant un problème. Ah, on est content de l'apprendre, hein? Ce qui est un problème, c'est que la densité de probabilité est proportionnelle à cette énergie. Et que ça veut dire que si vous avez une énergie négative, alors vous aurez une probabilité négative également. Bien sûr, là, c'est beaucoup plus embêtant. Nous ne pouvons pas tolérer des probabilités négatives. Ça n'existe pas. Et pourquoi a-t-on ça? Eh bien, regardez, voilà par exemple pour l'équation de Klein-Gordon que l'auteur mentionne, voilà la densité de probabilité en question, qui évidemment est calculée à partir de la fonction d'onde. Si la fonction d'onde est du type onde plane, comme on a toujours considéré, regardez ici, la dérivée de psi par rapport à t, ça va me donner moins IE fois psi. Son complexe conjugué, parce que le psi étoile, évidemment, ça fait référence au complexe conjugué, son complexe conjugué est donc IE fois psi étoile, ce qui nous annonce moins 2IE psi étoile par psi, dans la parenthèse. Alors, les deux se simplifient. Vous allez avoir ici psi par psi étoile. Regardez la forme, hein. Vous avez ici une exponentielle complexe, donc il vous reste le facteur de normalisation n que vous multipliez par son complexe conjugué pour avoir ici le module au carré. Oui, bon, ça, le module au carré, ça ne nous inquiète pas trop parce qu'il est positif, donc on n'en a rien à faire. Ce qui nous inquiète davantage, c'est que regardez, comme l'annonce l'auteur, vous avez ce J0, donc cette densité de probabilité qui est proportionnelle à E. Ce qui veut dire que si vous avez un E négatif, le J0 est négatif aussi. Et donc, vous avez une probabilité négative. Voilà pourquoi les énergies négatives sont interdites. Et elles sont tellement bien interdites qu'on va tout faire, puisque l'équation de Dirac, il n'y a rien à faire, il y a 4 solutions, 2 à énergie positive et 2 à énergie négative. Je veux dire, on ne peut pas aller contre ça. Les solutions, elles sont là. Mais ça ennuie tellement les gens, cette énergie négative, parce que probabilité négative, qu'il va y avoir 2 scientifiques de très grand renom qui vont s'attaquer à ces états d'énergie négative et qui vont trouver une parade pour les éviter. Alors, le premier, c'est Ernst Stuckelberg.
comme son nom l'indique peut-être, c'est un physicien suisse. Et lui, il propose en 1941, dans un contexte qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on est en train de considérer finalement, c'est-à-dire l'équation Dirac, il est en train de considérer ceci. Et il dit, regardez ici ce que j'ai souligné, en plus c'est un article en français, ça fait du bien, vive les Suisses. Je sais que pour T strictement inférieur à T1, il y a toujours existé une antiparticule telle qu'elle rencontrera à l'instant T la particule observée pour s'annihiler avec elle. Bon, ça, c'est l'histoire des paires antiparticules qui rencontrent la particule. Ça n'est pas notre propos. Ce qui est important, c'est qu'on parle d'un temps antérieur. Et retenons bien ça. Et alors, il conclut, après différents calculs que je ne vous montre pas, on ne trouvera que des particules à énergie positive, mais en général de deux charges, plus E et moins E. Ce qui veut dire que exit les particules à énergie négative, mais à condition de remonter le temps. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et cette chose exceptionnelle va être reprise quelques années plus tard, nous sommes en 1949, par le grand Richard Feynman, qu'on ne présente plus. Donc, lui, regardez ce que j'ai de nouveau surligné. Ce point de vue a été prouvé comme étant équivalent à la théorie des trous. Donc la théorie des trous, c'est celle de Dirac, hein, soyons clairs, avec la mère de Dirac où un électron passe d'un état d'énergie négative à un état d'énergie positive et crée donc un trou. Donc ce point de vue est équivalent finalement à celui de Dirac. Et regardez, c'est ça qui est intéressant, les électrons qui voyagent en arrière dans le temps, donc retour vers le futur, hein, sont reconnus comme étant des positrons, c'est-à-dire comme l'antiparticule de l'électron. Il faut donc inverser la flèche du temps. C'est ce que nous disent Stuckelberg et Feynman. On va devoir inverser la flèche du temps. Alors, le temps en tant que coordonnée, bien évidemment, c'est-à-dire ne plus aller du passé vers le futur, mais aller du futur vers le passé. Et on va comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi a-t-on cette idée-là? Regardez, je vous l'ai montré notamment à travers le petit calcul de la densité de probabilité. Ce qui nous gêne, c'est l'exponentielle de moins IET. Hein, pourquoi? Parce que c'est là que ça contient l'énergie. Si vous voulez changer le signe de l'énergie, donc passer de E à moins E, sans changer l'exponentielle, bien évidemment, vous ne pouvez pas changer la physique, forcément il faut changer le signe de T. Eh ben oui, d'où l'idée d'aller du futur vers le passé. On aurait pu aussi, et je vais y revenir, on aurait pu aussi jouer sur le signe de I, en prenant le complexe conjugué. Et c'est finalement ce que va proposer Dirac, mais là, je suis en train de vous spoiler un petit peu. Voyons d'abord l'idée de Stuckelberg et de Feynman, c'est-à-dire de remplacer T par moins T, ce qui nous permet de remplacer E par moins E, et donc d'éviter les états d'énergie négative. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Nous avons deux électrons ici, vous voyez, qui voyagent l'un vers l'autre, ils se déplacent l'un vers l'autre. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je peux représenter ça dans un diagramme pour représenter ce mouvement des deux électrons? Eh bien, je peux représenter qu'à un temps initial, ils sont à une certaine distance l'un de l'autre. Ce sont les deux points que vous voyez ici. Le temps s'écoule, ce qui veut dire que je monte ici par rapport à l'axe des ordonnées. Hein. Le temps s'écoule. Pour le moment, il s'écoule normalement du passé vers le futur. Donc, le temps s'écoule et les électrons sont rapprochés. Donc, la distance est forcément moindre entre eux deux. Ce qui veut dire que vous avez cet ensemble de deux points-là. Et puis le temps s'écoule à nouveau, les électrons sont de nouveau de plus en plus proches, puisqu'ils se déplacent l'un vers l'autre. À un moment donné, on ne va pas pouvoir aller plus loin dans le raccourcissement de la distance. Pourquoi? Parce que nous avons deux charges identiques ici, deux charges négatives, qui forcément, loi de l'électromagnétisme, vont se repousser. Pourquoi se repoussent-elles? On le sait, c'est à cause des agents d'interaction.
Et là, c'est pour ça que je vous ai remis ici une capture d'écran une capsule précédente où je vous avais parlé des fermions, donc, dont fait partie évidemment l'électron, et des bosons. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent des bosons, donc ce sont ceux qui ont un spin entier. Et dans les bosons, il y a notamment les photons, qui sont les agents d'interaction de l'interaction électromagnétique. Et c'est finalement quelque part le photon qui va dire, c'est l'agent de police, hein, il va dire aux deux électrons, wow, distance minimale requise, là vous êtes en train de dépasser la distance minimale que je peux autoriser, éloignez-vous s'il vous plaît. Et donc c'est ça qui va faire en sorte que les électrons vont alors finir par s'éloigner, puisque chargés négativement tous les deux. Eh bien, l'idée de Feynman ici est de représenter par des flèches ce déplacement. Donc il faut vraiment voir ça comme un déplacement de deux électrons qui se rapprochent au cours du temps. Il représente ça par des flèches, il représente par une espèce d'ondulation l'intervention du photon. Et puis alors, forcément, nous allons avoir un éloignement. Les deux électrons s'éloignent l'un de l'autre, l'interaction électromagnétique a fait son œuvre. C'est ce qu'on appelle un diagramme de Feynman. Donc, on représente les particules avec des choses conventionnelles, je vais dire. Ici, donc, les électrons avec des flèches et puis l'ondulation pour le photon. Maintenant, imaginons qu'on lise ce diagramme autrement. Je le retourne tout simplement. Voilà, je vais lui faire une rotation de 90 degrés. Je lis ça comme ça. Mais mes axes, c'est pas des choses physiques, donc je peux très bien les changer. Et en particulier, changer l'axe du temps. Et regardez maintenant, vous avez deux flèches qui vont vers le bas, c'est-à-dire qui vont du futur vers le passé. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez du futur vers le passé? Vous avez en fait un mouvement opposé. Donc, brave petit monsieur, là, qui est certainement un commis un vol, hein, vu ce qu'il a sous les bras, normalement, on s'enfuit de la gauche vers la droite, mais si on remonte, tout le monde a déjà fait ça, ou tout le monde a déjà vu ça avec un film, si on remonte dans le temps, le mouvement a l'air d'être inverse, donc c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Donc ici, Feynman dit, si je retourne, moi, si je fais simplement une rotation de mon diagramme, avec cette interaction électromagnétique qui permet à deux électrons de s'éloigner l'un de l'autre, eh bien finalement, j'ai des électrons qui remontent le temps. Eh bien ça, je dirais tout simplement que ce sont des antiparticules, c'est-à-dire des positrons. Donc si les flèches vont vers le bas, ce sont des positrons. Si les flèches vont vers le haut, ce sont des électrons tout simplement. Retenez bien ça. L'électron qui va du futur vers le passé va être assimilé à un positron, c'est-à-dire à son antiparticule. Et ça permettra à cet électron de ne pas avoir des énergies négatives. Les énergies deviennent toutes positives. Bien, mais un qui n'est pas d'accord, c'est Dirac. Nous sommes en 1948. En tout cas pour la troisième édition ici, celle qui a été remaniée donc plusieurs fois. Et il persiste et signe dans ce livre ici qui s'appelle The Principles of Quantum Mechanics. Donc il persiste et signe. Alors j'ai été chercher quelques extraits de ce livre pour vous. Il est donc au courant bien sûr de ce que Stuckelberg propose, pas encore au courant de ce que Feynman propose, mais finalement Feynman ne fait que reprendre les idées de Stuckelberg, même s'il les reprend de manière très intelligente. Mais Dirac persiste et signe. Là, vous voyez, nous sommes déjà à la page 272. Donc, il nous dit, il a été mentionné que l'équation d'onde pour l'électron admet 2 fois plus de solutions que ce que nous aurions pu attendre. Et la moitié de ces solutions font référence à des états d'énergie négatifs. Il nous dit que cette difficulté est inhérente à toute théorie relativiste. On a vu pourquoi. C'est la relation d'Einstein avec son E carré. Il dit que ça apparaît également, et là je l'ai surligné en jaune, en théorie classique relativiste, mais que ça ne doit pas alors être considéré de manière sérieuse. Hein, c'est insensé d'avoir des énergies négatives du point de vue classique. Ça, on est bien clair. Mais regardez ce que j'ai surligné en jaune après.
Dans la théorie quantique, cependant, des transitions peuvent prendre place, de telle sorte que si un électron est initialement dans un état d'énergie positive, il peut faire une transition vers un état d'énergie négative. Il n'est donc plus permis de simplement ignorer les états d'énergie négative, comme chacun le fait dans la théorie classique. Donc il persiste et signe, lui. Malgré le fait qu'il soit au courant de la théorie de Stuckelberg, reprise par Feynman après, non, il dit non, non, les états, je suis désolé. Oui, ok, on doit éviter les énergies négatives en théorie classique, mais en théorie quantique, qu'est-ce qui va me dire que je dois les ignorer? Et il reprend sur la page suivante, de nouveau j'ai surligné ici en jaune, il s'ensuit donc que chaque solution d'état d'énergie négative correspond à une solution d'état d'énergie positive en substituant moins E par E. Bien sûr, ça, on le sait. Hein? Donc, changement, bien évidemment, de signe de charge. Regardez ce que j'ai encore surligné en jaune, là, le deuxième paragraphe. De cette manière, nous sommes amenés à considérer des solutions d'énergie négative qui vont référer au mouvement d'une nouvelle espèce de particule qui aura la masse de l'électron, mais une charge opposée. Ces particules ont été observées de manière expérimentale et sont appelées positrons. Donc, lui ne veut pas cette interprétation de Stuckelberg-Feynman. Et il rappelle alors ici, regardez, je ne vais pas tout lire évidemment, mais il rappelle sa théorie des trous là, donc, par exemple, nous supposons que pratiquement tous les états d'énergie négative sont occupés avec un électron dans chaque état, en accord avec le principe d'exclusion de Pauli, ça c'est ce que je vous avais raconté dans la vidéo précédente, qu'un état d'énergie négative qui n'est pas occupé sera apparenté à quelque chose avec une énergie positive, puisque ça doit le faire disparaître. Nous devons alors lui ajouter un électron avec une énergie négative. Nous supposons que ces états d'énergie négative non occupés sont les positrons. Voilà, ça c'est la dernière phrase que j'ai surlignée en jaune. Donc, lui persiste et signe. Les états d'énergie négative doivent être considérés. Alors, on n'a pas affaire ici à des manchots de la physique. Hein. Stuckelberg, Feynman d'un côté, Dirac de l'autre, ce sont des géants. Et des géants qui s'affrontent et qui ne sont pas d'accord. Et aucun ne va revenir en arrière sur ses positions. Donc Dirac va maintenir sa position, les états d'énergie négative existent. Feynman et Stuckelberg vont maintenir leur position en disant pas d'énergie négative, on va inverser la flèche du temps, ça va devenir des états d'énergie positive et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Deux points de vue défendus par des géants. Qui va l'emporter? Clairement, au niveau des physiciens, c'est la position de Stuckelberg-Feynman qui va faire office de loi. On oublie les états d'énergie négative et on va vers les états d'énergie positive uniquement en inversant donc la flèche du temps. Et c'est ce que va nous dire l'auteur, dont je mentionnais ici le cours au début de cette capsule. Il dit évidemment que nous avons deux solutions de l'équation de Dirac à énergie négative, ça on le sait évidemment, et que nous définissons donc les états d'antiparticules juste en changeant le signe de E et de P. Alors, pourquoi changer le signe de P? Regardez évidemment votre exponentielle complexe. Vous ne pouvez pas changer le signe d'un terme et pas de l'autre terme, ce qui signifie que vous devez changer à la fois le signe de E et de P. Donc, nous dit l'auteur, selon la convention de Feynman-Stuckelberg. Ce qui veut dire qu'à partir de vos solutions d'énergie négative U3 et U4, vous allez définir deux autres solutions, V1 et V2, qui vont correspondre à U3 et U4 en changeant tout simplement le signe de E et de P. Vous voyez qu'on a pris U4 avec moins E et moins P, mais également au niveau de l'exponentielle qui a changé de signe.
Et l'auteur nous dit également, attention ici, j'ai associé V1 à U4, V2 à U3. Il y a donc une espèce de permutation ici. Pourquoi a-t-elle été opérée, cette permutation-là? Tout simplement parce que, nous dit l'auteur, et il a tout à fait raison, la matrice de spin pour les antiparticules, en fait, elle doit changer de signe également. Ben oui, c'est de nouveau remonter le film en arrière, hein. Donc le spin, c'est finalement lié au sens de rotation, en étant très direct, hein, comme ça, et bon, pas toujours très correct, mais c'est une manière de visualiser. Donc le spin est lié au sens de rotation ici de l'électron. Alors imaginez que vous remontiez le film en arrière, puisqu'on inverse la flèche du temps, mais ça vous apparaît comme une particule qui est en train de faire un mouvement de rotation dans le sens opposé. Donc si elle est dans un sens horlogique, elle va être dans un sens anti-horlogique en remontant le temps. Et voilà pourquoi on remplace aussi S par moins S, et nous allons voir ici dans quelques secondes. On va essayer de bien comprendre maintenant ce qui se passe. Et pour ça, je vais reprendre l'équation de Dirac avec tout simplement un système qui est au repos. Donc, j'annule le vecteur P. Ce qui signifie qu'il me restera simplement, je vous renvoie si ça n'est plus clair aux capsules précédentes sur l'équation de Dirac, il nous restera donc cette matrice de dimension 4 qui va être diagonale et qui va agir ici sur mon bispineur, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire le psi de Dirac. Et on le sait, donc on va ici remplacer le bispineur de Dirac par l'exponentielle de moins IET, bon simplement cette exponentielle-là, dans le cas du repos évidemment, fois un autre bispineur U1, U2, U3 et U4. Mais je fais toujours la séparation des variables, c'est beaucoup plus simple. Résultat, comme le P0 n'est rien d'autre qu'une dérivée temporelle à un i près, automatiquement, ce P0 va agir uniquement sur l'exponentielle en donnant E. D'où, voilà, l'équation simplifiée, c'est ce qu'on avait fait dans la capsule précédente, vous ne devriez pas être étonnés. Et bien sûr, nous n'avons plus alors qu'une matrice diagonale avec des nombres, E et M sont des nombres. On peut discuter alors les valeurs de l'énergie, puisqu'évidemment la seule façon d'avoir une solution non nulle, c'est de prendre soit E est égal à M. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous annulez les deux premiers éléments de la diagonale, vous conservez les deux autres, ce qui signifie que vous devez annuler U3 et U4. U1 et U2 sont pris absolument à votre choix, donc autant les choisir les plus simples possibles. Premier choix, U1 est égal à 1, U2 égale à 0. Deuxième choix, U1 est égal à 0, U2 est égal à 1. Donc ça, c'est pour l'énergie positive, E est égal à M. Entendez, E est égal à mc carré. Je vous rappelle que je travaille toujours dans le système où C et H bar sont égaux à 1. Vous avez alors les deux solutions d'énergie négative. E est égal à moins mc carré. Ça veut dire que j'annule les deux éléments, les deux derniers éléments sur la diagonale. Je conserve donc les deux premiers éléments, ce qui veut dire que je dois annuler U1 et U2. Et je prends U3 et U4 les plus simples possibles. Donc, pour la première solution d'énergie négative, U3 est égal à 1, U4 est égal à 0. Pour la deuxième solution, U3 est égal à 0, U4 est égal à 1. Ça, c'était ce qu'on avait fait. Maintenant, je reprends les mêmes choses, mais cette fois-ci, avec une exponentielle dont le signe a changé. Oui, parce que c'est ce qu'on nous dit dans l'interprétation de Feynman-Stuckelberg. Changez, s'il vous plaît, le signe de l'énergie, puisqu'on ne peut plus avoir des énergies négatives. Eh bien oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? J'ai toujours le P0 qui agit sur l'exponentielle. P0 qui est toujours I fois la dérivée temporelle. Donc, I fois la dérivée temporelle sur l'exponentielle temporelle, ça va me donner moins E cette fois-ci. Donc, je vais avoir ce changement-là. Ce qui veut dire que, de nouveau, je vais avoir des solutions d'énergie positive et des solutions d'énergie négative. En effet, pour les solutions d'énergie positive, donc E est égal à M, ça veut dire si E est égal à M que j'annule les deux derniers nombres sur la diagonale. Ce qui veut dire que automatiquement, les deux premiers ne sont pas nuls, je dois donc annuler U1 et U2.
et donc prendre U3 et U4, les plus simples possibles. Donc, regardez par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Vous avez finalement rien que le signe de l'énergie qui change et les deux solutions d'énergie négative de Dirac correspondent aux deux solutions d'énergie positive de Feynman-Stuckelberg. Bien entendu, vous avez 4 solutions, donc il nous en manque encore 2 qui correspondent à E est égal à moins M. Si E est égal à moins M, dans ce cas-là, vous annulez les 2 premiers nombres sur la diagonale, vous n'annulez pas les 2 suivants, ce qui veut dire que vous devez annuler U3 et U4 et prendre U1 et U2 les plus simples possibles. Voilà le cas du repos. Forcément, on va aller maintenant vers un électron en mouvement. Ça, c'était ce qu'on avait eu en résolvant l'équation de Dirac telle qu'elle, sans rien changer. C'était ce qu'on avait obtenu. Donc, 2 états, ψ1 plus, ψ2 plus, d'énergie positive, 2 états, ψ1 moins, ψ2 moins, d'énergie négative. Et pourquoi 2 états? Un de spin-up, l'autre de spin-down. On le sait, c'est typique de l'électron et de toute particule de spin en demi. Alors, comment voit-on qui est spin-up, qui est spin-down? En appliquant tout simplement la troisième matrice de spin, qui est donnée par cette matrice de dimension 4 que je vous rappelle. Donc, sur ψ1 plus, alors, vous devez évidemment annuler les P pour voir exactement la valeur propre, mais sur ψ1 plus, ça va vous donner 1 demi comme valeur propre, donc spin-up. Sur ψ2 plus, ça va vous donner moins 1 demi comme valeur propre, donc spin-down. Et même chose pour ψ1 moins et ψ2 moins. Donc, on va compléter comme ceci avec des flèches pour marquer le spin-up et le spin-down. 2 états de spin-up, 2 états de spin-down, 2 états d'énergie positive, 2 états d'énergie négative. Finalement, tout était clair, c'est l'option Dirac. L'option Feynman-Stuckelberg maintenant. Eh bien, eux donc, décident de remplacer E par moins E, P par moins P. Rappelez-vous. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du facteur de normalisation, vous pouvez faire évidemment le calcul par vous-même. Vous remplacez E par moins E, ça vous donne moins E moins M divisé par moins 2E. Donc, tous les signes moins s'en vont. Il vous reste la racine carrée de E plus M sur 2M. Vous avez bien évidemment l'exponentielle avec un argument qui change de signe. Ça a été fait pour. Et au niveau ici du bispineur, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, P3 sur E moins M va devenir moins P3 sur moins E moins M. Donc, vous n'avez que des moins, numérateur et dénominateur, que vous pouvez simplifier. Il vous reste P3 sur E plus M. C'est évidemment pareil pour le deuxième. P1 et P2 changent de signe, E change de signe. Donc, tout change de signe. Les moins, finalement, se simplifient et il vous reste P1 plus IP2 sur E plus M. Et voilà finalement le résumé des 2 points de vue. Soit vous travaillez, je vais dire, avec ces 2 états-là, et c'est le point de vue de Dirac. Vous avez donc ici la notion d'antiparticule, mais qui est associée à une énergie négative. Et puis vous avez l'option de Feynman-Stuckelberg, qui eux donc prennent ψ1 plus, ψ2 plus, comme Dirac, ça, tout le monde est d'accord sur ça, mais à la place de ψ1 moins, ψ2 moins, prennent qui1 plus, qui2 plus. Et c'est donc l'option qui est choisie par l'immense majorité des physiciens. C'est de ne plus avoir que des états d'énergie positifs. On sait, même si tout le monde s'en fiche dans la littérature, et c'est comme maintenant je vais commencer à emprunter les chemins de traverse, on sait évidemment que si vous changez E par moins E, P par moins P, mais pourquoi le faire uniquement vis-à-vis de ψ1 moins et ψ2 moins? Pourquoi ne pas le faire vis-à-vis de ψ1 plus et ψ2 plus? Et vous allez avoir alors 2 autres états, ce qui signale un total de 8 états. Eh oui, 8 états, vous allez avoir 4 états d'énergie positive et 4 états d'énergie négative. Oui, je n'ai peur de rien parce que, évidemment, les 2 états d'énergie négative de Dirac faisaient déjà peur et moi j'en ajoute en plus 2 autres. Oui, mais on va comprendre pourquoi. On sait que la matrice de spin change de signe également, donc nous allons pouvoir mettre des flèches également de spin up et spin down à nos 4 autres états.
Bon, voilà, on le sait, c'est logique, hein, ça. Regardez qui a un plus qui est devenu spin down alors que psi a un plus était spin up. C'est normal, c'est typique de l'action de je vais du futur vers le passé, inversion de la flèche du temps. Qui de plus est forcément spin up puisque psi de plus était spin down. Et bien évidemment, c'est pareil aussi pour qui a moins et qui de moins. Qui a moins est spin down puisque psi a moins est spin up. Et qui de moins est spin up puisque psi de moins est spin down. Nous voilà, et je vous dis, c'est pour ça qu'on a peur de rien, avec 8 solutions. Et on va essayer de trouver des liens entre ces solutions-là. Qu'est-ce qui les lie? Que sont-elles les unes par rapport aux autres? Je vais faire un petit bilan ici. Petit bilan, avant de voir ce qui lie ces solutions-là, parce que je vais avoir besoin de certaines choses. Petit bilan, ici, soit vous êtes fan d'énergie négative, soit, au contraire, vous ne pouvez pas les saquer. Si vous êtes fan d'énergie négative, vous changez E en moins E. C'est ce que fait Dirac. Si vous êtes pas fan du tout d'énergie négative, vous changez T en moins T. C'est ce que font Feynman et Stuckelberg, inversion de la flèche du temps. Eh bien, ces changements-là correspondent à des symétries bien particulières et qui jouent un rôle capital en physique. Changer E en moins E, c'est faire actionner ce qu'on appelle la conjugaison de charge. Et la conjugaison de charge, elle est associée à un opérateur qu'on note grand C. T en moins T, c'est associé à une symétrie qu'on appelle l'inversion temporelle. C'est logique. Et on note cette inversion temporelle par un grand T. C'est déjà deux symétries qu'on qualifie de discrètes. Donc rien à voir avec les rotations, les translations ou les transformations de Lorentz de l'algèbre de Poincaré. Non, non. Ici, c'est c'est finalement une rotation de 180 degrés. Hein. C'est passer d'un plus à un moins. Si vous passez de 5 à moins 5, vous faites une symétrie centrale ou encore une rotation de 180 degrés. Donc ça, c'est une symétrie discrète. Et il y en a une troisième, qui est la parité qu'on note avec un grand P. Là, vous inversez en fait les trois coordonnées spatiales. X devient moins X, Y devient moins Y et Z devient moins Z. P, C et T, ce sont trois symétries qui vont jouer un rôle absolument capital en physique. Et au point que, regardez par exemple ici un article très récent puisqu'il date de juin 2024, le 11 juin si ma mémoire est bonne. Alors je lis avec vous ici le résumé. Un physicien propose un nouveau modèle théorique dans lequel l'accélération de l'expansion de l'univers ne nécessiterait pas d'énergie noire. Oui, on le sait, l'expansion de l'univers, normalement, de nouveau, d'après le consensus scientifique, serait due à une énergie noire dont on ignore ailleurs la nature. Passons. Mais il y a des gens qui vont sur les chemins de traverse et qui disent non, non, c'est pas du tout dû à une énergie noire dont on ne connaît d'ailleurs pas la nature, ce serait dû à autre chose. Alors, je poursuis la lecture. Cependant, pour que cela soit possible, le modèle impliquerait un anti-univers, un monde parallèle au sein duquel le temps s'écoulerait inversement au nôtre. Ah bah oui, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Bien qu'a priori invraisemblable, cette hypothèse se distinguerait par simplicité par rapport aux précédentes hypothèses proposées. Donc, le fait ici qu'on ait une inversion temporelle, voyez, c'est encore repris par des gens et ils en font même un anti-univers. Vous voyez que cette transformation T-là, elle joue vraiment un rôle essentiel. Maintenant, je ne vais pas développer cette histoire parce que je ne fais pas de la cosmologie ici. Il y a bien d'autres modèles dont certains sont plus ou moins connus que d'autres qui évitent les énergies noires, les énergies et matière noire, en disant que finalement, ce serait lié à des symétries qu'on ne connaîtrait pas encore et qu'il y aurait alors un univers qu'on peut appeler anti-univers ou univers jumeau qui expliquerait cette masse manquante et cette énergie manquante qu'on qualifie de noir actuellement. Bon, à voir, je n'en sais rien, en tout cas, c'est une proposition. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller vers ces symétries discrètes P, C et T.
Et là, je vais vous citer un extrait dans le livre, un livre qui fait vraiment, c'est une référence mondiale, c'est le livre de Steven Weinberg, qui nous dit ceci. Alors, en général, une symétrie, elle va pouvoir être unitaire et linéaire ou anti-unitaire et antilinéaire. Je vais oublier le caractère unitaire pour le moment et me concentrer sur la linéarité. La linéarité, c'est la ligne 2.2.3. C'est-à-dire que si vous avez une combinaison linéaire d'états, vous pouvez sortir les nombres et appliquer votre opérateur de symétrie grand U sur les états tels quels. Si votre application est antilinéaire, alors c'est l'équation 2.2.5. Vous pouvez également sortir les coefficients de la combinaison linéaire, mais à condition de prendre leur conjugué complexe. Et c'est un théorème qui est absolument indiscutable. Un opérateur de symétrie est soit linéaire, soit antilinéaire. On n'a que ces deux possibilités-là. On va plus loin dans le livre de Weinberg. Alors, ce qu'il nous dit ici, je vais passer là, on est plus loin, donc vous voyez qu'on est à la page déjà 76. Il nous dit qu'il va considérer H comme étant l'opérateur d'énergie et que si P, donc la symétrie P, la parité, celle qui change x en moins x, y en moins y et z en moins z, que si P était antilinéaire, alors qu'est-ce qui se passerait si elle était antilinéaire? Regardez, un antilinéaire prend le conjugué complexe de ce sur quoi il agit. Donc, vous avez un P ici qui va agir sur I et le transformer en moins I. Et puis, il va aller rejoindre son H. Bon, supprimons les I, il vous reste quand même un moins. Et c'est pour ça que vous avez PHP exposant moins 1 est égal à moins H. Oui, mais si vous avez ça, alors appliquez ça, et regardez alors maintenant sur le petit calcul que je vous ai fait sur le côté, appliquez ça sur psi. PHP moins 1 sur psi est égal à moins H psi. Oui, mais H psi, on sait que c'est E psi, parce que ça, c'est le propre de toute équation quantique. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez tout simplement réappliqué l'inverse de P à gauche sur les deux membres ici de cette relation. Vous perdez forcément le P du premier membre, il vous reste H P moins 1 psi. Et sur le deuxième, le E est un nombre, donc le P moins 1 n'agit pas dessus, et ça va vous donner moins E P moins 1 psi. Ce qui signifie que, regardez ça, vous avez P moins 1 psi qui est donc un état de H, mais associé à l'énergie moins E. Et c'est ce que nous dit Weinberg alors. Il y aurait alors un autre état P moins 1 psi d'énergie négative. Il n'y a pas, nous dit Weinberg, d'état d'énergie négative. Nous sommes donc forcés de choisir l'autre alternative, à savoir que P est linéaire et unitaire. Bon. Donc ici, P linéaire. Maintenant, il va considérer l'autre opérateur de symétrie discrète, à savoir le T, l'inversion temporelle. Alors, lui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire que si vous prenez le T linéaire, dans ce cas-là, vous allez avoir également le signe moins. Et, nous dit Weinberg, avec encore la conclusion désastreuse que pour n'importe quel état psi d'énergie E, il y aurait un autre état T-1 psi d'énergie moins E. Et donc, pour éviter ça, nous allons en conclure que T est antilinéaire et anti-unitaire. C'est ce que croit l'immense majorité des physiciens. Et en même temps, qui est-on pour contredire Weinberg? Mais tout ça n'a qu'une seule cause, je dois éviter les énergies négatives. Alors, juste quand même un petit mot en passant, un petit peu plus haut, quand il a parlé donc de l'inversion spatiale et du renversement temporel, il a associé ça à des matrices. Vous voyez ici P à la matrice diagonale moins 1, moins 1, moins 1, 1, et T à la matrice diagonale 1, 1, 1, moins 1. Alors, soit dit en passant,
je suis quand même un petit peu mathématicienne à la base, qu'un opérateur linéaire comme P soit associé à une matrice, ça ne me gêne pas du tout, mais qu'un opérateur antilinéaire soit associé à une matrice qui est quand même une application linéaire, ça me gêne beaucoup plus. Donc il y a déjà des choses ici qui ne sont pas cohérentes. Désolée Steven, mais voilà. Alors, ou bien j'ai rien compris, je n'en sais rien, ce qui est fort possible aussi, mais pour moi, une matrice, ça doit automatiquement être linéaire. Continuons. Eh bien, allons plus loin finalement. Et de nouveau, essayons de traduire un petit peu les propriétés de ces opérateurs de symétrie discrète, PCT, en fonction du fait que vous êtes fan des énergies négatives ou vous n'êtes pas fan du tout. Si je suis fan des énergies négatives, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous Weinberg. On a pris l'opérateur parité P comme étant linéaire pour éviter les énergies négatives. Si je ne les évite pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je prends P antilinéaire. Et donc là, je dois prendre le conjugué complexe de l'équation de Dirac. Et c'est ce que vous voyez ici sur cette ligne-ci. Je prends l'équation ici conjuguée complexe, donc évidemment tous les i deviennent des moins i, les matrices gamma, ce sont leurs conjugués complexes, le psi, c'est son conjugué complexe, j'installe ici, vous voyez en rouge, l'identité de manière un petit peu artificielle en mettant du p moins un p, et puis je fais appliquer le p sur le tout. Et ça doit me donner une parité, c'est-à-dire une inversion de toutes les coordonnées spatiales. Donc, je garde le signe par rapport au terme de i gamma 0 dérivé par rapport au temps, mais je change tous les autres signes par rapport à l'équation de Dirac originale. Et ça doit être appliqué, puisque c'est pas l'équation de Dirac, hein, c'est l'équation de Dirac sous parité, ça doit être appliqué à une solution psi prime. Eh bien, pour que les deux soient équivalentes, ça veut dire que gamma 0 star, donc le conjugué complexe de gamma 0, doit être encadré par P et son inverse pour donner moins gamma 0. Regardez ici, vous avez un moins i dans la première ligne et un plus i dans la deuxième. Donc, il y a bien un changement de signe. Au niveau du gamma 1 star doit être encadré par P et P-1. Et là, regardez, vous avez moins i, donc pour donner plus gamma 1. Au niveau du gamma 2, c'est pareil. Et au niveau du gamma 3, c'est pareil. Maintenant, rappelez-vous ce que valent les gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Toutes ces matrices sont réelles, sauf gamma 2. Ce qui signifie que la première relation, par exemple, gamma 0 star, c'est gamma 0. Et donc, ça veut dire appliquer P maintenant à droite sur les deux membres de cette égalité, ça veut dire que P gamma 0 est égal à moins gamma 0 P. Donc, P et gamma 0 anticommutent. Pour le gamma 1 star est égal à gamma 1. Donc, P gamma 1 est égal à gamma 1 P. P et gamma 1 commutent. Gamma 2 star, c'est moins gamma 2. Donc ici, vous avez P et gamma 2 qui anticommutent. Et je m'aperçois que j'ai fait une coquille ici, mais pour le gamma 3, vous avez gamma 3 star qui vaut gamma 3, et donc P et gamma 3 commutent. Vous devez trouver une matrice qui anticommute avec gamma 0, gamma 2 et qui commute avec gamma 1, gamma 3. Est-ce qu'elle existe? Oui. La voilà, c'est gamma 0, gamma 2. Ça anticommute avec gamma 0 et gamma 2, ça commute avec gamma 1, gamma 3. Et vous voyez que j'ai également installé la conjugaison complexe. Donc, c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part, ça. Il existe un opérateur parité anti-unitaire qui vaut donc gamma 0, gamma 2 fois la conjugaison complexe. Et ça uniquement si on accepte les énergies négatives. Si on ne les accepte pas, eh bien dans ce cas-là, on va tout simplement à la formulation que vous trouverez dans tous les bouquins de physique quantique,
C'est-à-dire que vous prenez l'équation de Dirac telle qu'elle, cette fois-ci, vous n'en prenez pas la conjugaison complexe, vous installez toujours de manière artificielle l'identité avec P moins 1P, vous agissez alors à gauche avec P sur l'équation, et ça doit vous donner évidemment l'équation de Dirac sur laquelle on a fait jouer cette inversion des coordonnées spatiales. Oui, je dis inversion parce que tout le monde dit inversion, mais ce n'est pas une inversion au sens mathématique du terme. C'est vraiment remplacer x par moins x, y par moins y et z par moins z. Bon, alors, de nouveau, c'est toujours la même chose. Vous devez regarder maintenant les dérivées temporelles. Ça veut dire que gamma 0 est encadré par P et P moins 1 pour donner du gamma 0. Autrement dit, P commute avec gamma 0. Au niveau des gamma 1, vous avez un changement de signe, donc P anticommute avec gamma 1. Et c'est pareil pour gamma 2 et gamma 3. Est-ce qu'il existe une matrice dans l'algèbre de Clifford qui commute avec gamma 0 et qui anticommute avec gamma 1, gamma 2, gamma 3? Eh bien oui, et c'est gamma 0. C'est en fait la matrice de l'opérateur P qui a été donnée par Weinberg, et c'est la proposition que tous les physiciens considèrent, puisqu'ils ne pifent pas les énergies négatives. Donc, deux propositions ici, selon que vous êtes fan ou pas du tout des énergies négatives. Pour l'opérateur T, c'est exactement pareil. Alors, je vous passe peut-être les calculs ici, mais c'est chaque fois la même chose. Vous devez prendre la version officielle, cette fois-ci, c'est d'avoir T antilinéaire. Donc, la version officieuse, pour avoir des états d'énergie négative, c'est d'avoir T linéaire. Et un opérateur linéaire n'a pas de conjugaison complexe. Donc, vous ne prenez pas la conjugaison complexe de l'équation de Dirac, vous installez l'identité toujours de manière artificielle avec du T moins 1 T, et puis le T ici qui agit évidemment à gauche dessus. Et ça doit vous donner l'action sur l'équation de Dirac de l'inversion temporelle, donc un t qui devient moins t, ce qui veut dire que ça change évidemment simplement le premier terme, ça change le signe du premier terme. Regardez gamma 0, il est coincé entre t et t moins 1 pour donner moins gamma 0, d'où une anticommutation. Le gamma 1 est coincé entre t et t moins 1 pour donner du gamma 1, d'où une commutation. Et c'est pareil pour gamma 2 et gamma 3. Donc, vous devez trouver ici une matrice qui anticommute avec gamma 0, mais qui commute avec gamma 1, gamma 2, gamma 3. Est-ce qu'elle existe? Oui, la voilà. C'est gamma 1, gamma 2, gamma 3. À nouveau, c'est quelque chose que vous ne trouverez dans aucun livre. En tout cas, pas encore pour le moment. Il peut exister, si vous êtes fan des énergies négatives, il peut exister une version linéaire et unitaire de l'opérateur renversement du temps. Et ça se traduit par la matrice gamma 1, gamma 2, gamma 3. Plus conventionnellement, si vous n'êtes pas fan du tout d'énergie négative, vous devez prendre alors T antilinéaire, c'est-à-dire prendre le conjugué complexe de l'équation Dirac, ce qui a été fait. L'assimiler bien évidemment à l'équation de Dirac qui a été modifiée par inversion temporelle, donc changement de signe au niveau du premier terme. Et vous voyez à nouveau que vous avez des contraintes ici sur les matrices gamma 0, en sachant que gamma 0 star, gamma 1 star et gamma 3 star sont égaux respectivement à gamma 0, gamma 1, gamma 3. Il n'y a que gamma 2 star qui amène un changement de signe. Et donc, vous allez avoir ici que T doit commuter avec gamma 0, qu'il doit commuter avec gamma 2, mais qu'il doit anticommuter avec gamma 1 et gamma 3. Est-ce que ça existe? Oui, c'est la matrice gamma 1, gamma 3. Et bien sûr, je n'oublie pas ici le petit étoilé me signalant que je dois prendre le conjugué complexe en plus. On a vu la symétrie P, on a vu la symétrie T, il reste la symétrie C. Et là, je vous mets tout simplement le raisonnement de Dirac, mais simplement que j'ai traduit en français. Alors, symétrie C, vous devez changer le E en moins E, ce qui veut dire que vous devez prendre l'équation de Dirac avec interaction électromagnétique. Donc, c'est simplement, au lieu d'avoir du P mu, vous avez P mu moins E A mu. Bon, c'est tout. On prend le conjugué complexe. Pourquoi? Et ça a été montré par Dirac.
La conjugaison de charge doit être antilinéaire, donc on prend le conjugué complexe. Ce qui nous annonce ceci, hein, donc les P mu changent évidemment de signe, pas les E A mu qui sont réels. Vous multipliez en plus le tout par I gamma 2 à gauche et vous utilisez alors les fameuses relations qu'on a déjà mentionnées plusieurs fois, puisque vous avez notamment gamma 2 fois gamma 0 star. Gamma 0 star, c'est gamma 0. Ça anticommute en plus entre gamma 0 et gamma 2. Donc, vous avez finalement moins gamma 0, gamma 2 pour le premier terme. Pour le deuxième, vous avez gamma 2, gamma 1 star, ça c'est gamma 2, gamma 1, et donc c'est égal à moins gamma 1, gamma 2, etc. Et pour finalement vous apercevoir que gamma 2, gamma mu star est égal à moins gamma mu, gamma 2. Et c'est ce changement de signe-là, finalement vous avez un changement de signe à tous les niveaux, qui va vous amener un changement de signe au niveau de la charge. Regardez, vous avez exactement l'équation de départ, mais où moins E a fait place à plus E, et où psi a fait place évidemment à une nouvelle solution qui résulte de l'application de la conjugaison de charge, et cette nouvelle solution, c'est I gamma 2 psi star. Ce qui signifie bien évidemment que l'opérateur conjugaison de charge, grand C, est égal à I gamma 2 avec la conjugaison complexe puisque c'est antilinéaire. Bon, soit dit en passant, c'est antilinéaire en mécanique quantique relativiste et ça ne l'est plus en théorie quantique des champs. Là, de nouveau, moi, je suis désolée, mais mes yeux saignent un petit peu. Alors, je sais que ce sont deux théories différentes, mais des opérateurs qui changent de genre comme ça, je ne sais pas ce qu'il faut vraiment en penser. Bref, alors, oui, cette conjugaison de charge, j'avais dit que j'allais y revenir. Hein. Finalement, cette conjugaison de charge-là, c'est ce que Dirac propose par rapport à l'inversion temporelle qui est proposée par Stuckelberg et Feynman. Et c'est le fait de prendre, à cause de la conjugaison complexe ici, c'est le fait de prendre un changement de signe au niveau de l'exponentielle. En fait, pour changer le signe de E, vous n'avez pas tellement le choix. Vous devez soit changer le signe de T, soit changer le signe de I. Donc, T, changer le signe de T, c'est la version de Feynman-Stuckelberg. Changer le signe de I, c'est la version de Dirac. Il faut prendre la conjugaison complexe au niveau de la conjugaison de charge. Alors, faisons un petit bilan ici. La conjugaison de charge, elle va être automatiquement antilinéaire ou anti-unitaire. Hein. Par contre, vous avez deux possibilités pour P et T, même si ces deux possibilités n'existent pas dans la littérature conventionnelle. Vous avez P normalement qui doit être unitaire dans la littérature conventionnelle, mais nous avons vu qu'il y a une alternative anti-unitaire. Et remarquez, maintenant que nous connaissons la forme de C, que cette version anti-unitaire est en fait le C fois la version unitaire. Donc la conjugaison de charge fois la version unitaire. C'est pareil au niveau de T. Vous avez la version anti-unitaire qui est la version conventionnelle. Je n'aime pas les énergies négatives. Et vous avez la version non conventionnelle qui est la version unitaire. J'aime les énergies négatives. Et vous voyez que de nouveau, les deux sont reliés par l'opérateur conjugaison de charge. Mieux que ça, encore finalement, vous avez la version conventionnelle des deux opérateurs P et T qui sont multipliés l'un par l'autre, donc P unitaire fois T anti-unitaire, qui est finalement égal à la version non conventionnelle. P anti-unitaire fois T unitaire, c'est la même chose. Et donc, évidemment, si vous appliquez C, c'est la même chose aussi. C'est important, ça, c'est même capital, parce que les physiciens, en général, ne se basent pas sur P séparément ou T séparément ou C séparément. C'est vraiment la symétrie CPT qui est intéressante. Et donc, ça ne change pas ici qu'on soit conventionnel, c'est-à-dire qu'on ne saque pas les énergies négatives, ou qu'on sorte des sentiers battus, c'est-à-dire qu'on aime les énergies négatives. Autre chose également à vous dire, avant de revenir aux solutions de Dirac, c'est que les deux versions, la conventionnelle et la non conventionnelle, amènent des choses qui sont tout à fait défendables en mécanique quantique. Hein. Regardez ici la version conventionnelle, P unitaire. Alors, le P, donc, je prends ici une seule dimension spatiale, X.
le P change X en moins X. Oui, mais le P alors, qui est moins I fois la dérivée par rapport à X, est également changé en moins P. Le I, par contre, ne change pas, puisque c'est unitaire. Ça veut dire ici que la relation fondamentale de la mécanique quantique, le commutateur de X avec P qui donne I, ne change pas. Vous appliquez P unitaire sur ça, ça ne change pas. Et donc la version conventionnelle est tout à fait cohérente avec la formule fondamentale de la mécanique quantique. Oui, mais la version non conventionnelle l'est également, parce que la version non conventionnelle change X en moins X, change I en moins I, parce que conjugaison complexe, et donc, puisque vous avez deux signes moins, bah, ils s'annihilent forcément, et vous changez P en P. Donc là, la relation X commute avec P pour donner I est invariante aussi. Simplement, vous avez deux signes moins, un à droite et l'autre à gauche. Mais on sait que ça ne modifie pas évidemment une égalité entre les deux membres. La version non conventionnelle de T va changer X en X, I en I, parce que la version non conventionnelle, c'est de ne pas avoir de conjugaison complexe, et donc P en P. Donc à nouveau, votre relation X commute avec P pour donner I ne va pas changer. La version conventionnelle, qui change X en X, I en moins I et P en moins P, ne va pas de nouveau changer cette relation. Donc en fait, à part le fait que vous n'aimez pas les énergies négatives, il n'y a rien dans la physique mécanique quantique relativiste ou non relativiste qui vous interdit d'avoir les versions non conventionnelles, c'est-à-dire P anti-unitaire et T unitaire. Bon, allons un petit peu plus loin. Et revenons ici à nos 4 x 2 solutions. Soit les 4 solutions Dirac, soit les 4 solutions Feynman-Stuckenberg, soit, soyons fous, les 8 solutions. Revenons à ça. Les deux premières solutions, on le sait, il n'y a aucun souci, caractérisent la particule électron. Spin-up, spin-down, énergie positive. On sait que Feynman et Stuckenberg ont associé qui 1 plus, qui 2 plus au positron, à l'antiparticule de l'électron. Donc, énergie positive, spin-up, spin-down. Dirac, lui, a parlé d'anti-électron. Et maintenant, je vais faire la différence entre positron et anti-électron. On va me dire, c'est la même chose. Eh bien non, c'est pas la même chose. Donc, l'anti-électron, ce sont les deux solutions d'énergie négative. Spin-up et spin-down aussi. Et alors, forcément, antipositron, qui 1 moins, qui 2 moins, spin-up, spin-down, pour les états d'énergie négative. Essayons maintenant qu'on a une bonne idée de ce que sont les opérateurs de symétrie discrète P, C et T, essayons de relier ces solutions les unes aux autres. Eh bien, par exemple, et on ne va évidemment pas s'en étonner, c'est l'opérateur conjugaison de charge qui permet de relier ici les qui au psi. Donc finalement, la théorie de Dirac à la théorie de Feynman-Stuckelberg. Donc on peut le vérifier, vérifier tout simplement avec la forme matricielle de C, matricielle mais plus conjuguée complexe évidemment, que si vous appliquez C sur psi1+, vous allez obtenir qui 2+. Et remarquez que c'est normal que psi1+, soit associé à qui 2+, puisqu'ils sont tous les deux spin-up. Qui 1+, lui, c'est moins C psi 2+. Alors qu'il y a un moins, ça n'a aucune importance parce que un état physique est toujours défini à un facteur de phase près, donc un moins, ça n'a aucune importance. Et là, qui 1+ et psi 2+, ce sont les deux états spin-down. Qui 2-, c'est moins C psi 1-. Donc de nouveau, on respecte les spins ici, et qui 1- est égal à C psi 2-. C'est très facile à vérifier, il suffit de multiplier une matrice de dimension 4 par le conjugué complexe d'une matrice colonne de dimension 4 également. Ça, c'est une chose. Plus étonnant, ici, il y a moyen de relier les psi 1-, psi 2- au psi 1+, psi 2+. C'est-à-dire les états d'énergie négative aux états d'énergie positive. Et ça, c'est à travers une matrice dont je n'ai pas encore parlé, c'est la matrice gamma 5, qui est définie comment? Qui est définie comme I, gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Et vous pouvez vérifier, de nouveau, ça, c'est très facile à faire, vous pouvez vérifier
que gamma 5 appliqué sur psi 1 plus ou gamma 5 appliqué sur psi 2 plus, ça va donner psi 1 moins et psi 2 moins. À un changement près, M doit devenir moins M. Et c'est pareil au niveau des qui. Vous appliquez gamma 5 sur qui 1 plus, vous obtenez qui 1 moins, à condition de changer M en moins M. Vous appliquez gamma 5 sur qui 2 plus, vous obtenez qui 2 moins, à condition de changer M en moins M. Ce qui veut dire en fait, parce que on aurait pu quand même s'inquiéter, à 8 solutions pour un système de 4 équations, voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que vous avez deux possibilités. En fait, dès le départ, Dirac savait qu'il avait deux possibilités. Une possibilité avec gamma lambda p lambda moins m, et c'est finalement ce qu'il a choisi, mais une possibilité aussi avec, on a mis bêta ici, mais c'est parce que j'ai fait référence à un auteur, mais réellement ce sont les matrices gamma aussi, gamma k pk plus m. Donc en fait, il y avait les deux possibilités ici de signes concernant la masse, si vous considériez, comme Dirac l'a fait, l'équation de Dirac comme étant la racine carrée, grosso modo, de la relation d'Einstein. En fait, il y avait les deux signes qui apparaissaient. On a choisi un signe sur deux. Et ce que vous pouvez montrer avec cette matrice gamma 5, puisque cette matrice gamma 5, elle anticommute avec chacune des 4 matrices gamma mu, c'est que vous changez le signe de la masse. Donc, ça vous permet de passer d'une proposition à l'autre. Et donc, quelque part, à côté de ces symétries P, C et T, il faudrait certainement ajouter une quatrième symétrie qui changerait M en moins M. Et ce serait une symétrie grand M. Une symétrie grand M qui serait traduite, elle, par une matrice, donc un opérateur linéaire, gamma 5. Remarquez également, et ce sera parce que là, je gagne le prix de la dia la plus surchargée de l'année, remarquez également que les états d'énergie positive sont reliés aux états d'énergie négative, mais en diagonale, c'est-à-dire les psi 1 plus, psi 2 plus sont reliés au qui 1 moins, qui 2 moins par la symétrie PT. Et la symétrie PT, je ne spécifie même plus si T est unitaire ou anti-unitaire et ainsi que pour P, parce qu'on sait que le produit PT est le même dans la version conventionnelle ou dans la version non conventionnelle. C'est vrai pour psi 1 plus, psi 2 plus, qui 1 moins, qui 2 moins. C'est vrai aussi pour psi 1 moins, psi 2 moins, qui 1 plus, qui 2 plus. Donc PT, c'est finalement la symétrie qui va vous permettre de passer des énergies positives aux énergies négatives sans modification de masse. Avec modification de masse, c'est la symétrie gamma 5. Et là, je reviens sur ce qui a chaque fois ennuyé les physiciens. Ce qui nous ennuie, c'est pas tant les états d'énergie négative, c'est le fait que ça implique qu'une probabilité soit négative, comme je le comprends, mais regardez ce que vaut cette densité de probabilité. Un n carré près qui n'a aucune importance, c'est le quotient de E par m, l'énergie par la masse. Donc, j'en viens maintenant à ma conclusion finalement de cette histoire-là, même si je vais encore vous dire quelques mots par la suite. Les états d'énergie négative, et si on les acceptait en même temps qu'une inversion de masse, si on passait de m à moins m, si on passait d'une masse positive à une masse négative, eh bien tout serait réglé en fait. Et vous auriez les deux équations de Dirac avec un total de 8 solutions. Vous auriez deux particules, deux antiparticules, une particule à énergie positive, l'électron, une particule à énergie négative, l'antipositron. Vous auriez deux antiparticules, une à énergie positive, le positron, et une à énergie négative, l'antiélectron. Mais les énergies négatives ne seraient acceptables que avec des masses négatives. Alors, on va peut-être se demander qu'est-ce que c'est que des masses négatives? C'est ça en fait. On sait que les masses, c'est une déformation de l'espace-temps. C'est tout simplement une déformation qui serait concave plutôt que convexe. Voilà, c'est tout. Ce n'est rien d'autre que ça. Et vous avez pas mal de littérature. Maintenant, les masses négatives commencent à émerger dans la littérature physique. On commence à les considérer. Bien évidemment que du temps de Feynman et Stuckelberg, c'était inconcevable.
on ne les avait pas, ces masses négatives. Enfin, il y avait bien eu une approche, mais qui n'avait pas été déclarée satisfaisante. Donc peut-être que Feynman et Stuckelberg reconsidéreraient maintenant le cas des énergies négatives en sachant ça. Peut-être, hein, je n'en sais rien du tout. Alors, je dois vous parler ici, pour terminer, de quelque chose qu'on appelle la chiralité. Pourquoi? Vous allez le comprendre d'ici quelques instants. Qu'est-ce qu'on appelle la chiralité, tout simplement? C'est ce qui va distinguer la droite de la gauche. À partir du moment où la droite n'est pas la même chose que la gauche, vous êtes chiral. C'est aussi simple que ça. Alors, vous pouvez le faire, par exemple, là, je vous ai mis un extrait d'une vidéo avec une madame, là. Donc, vous avez votre main droite et votre main gauche, évidemment. Retournez-le comme la madame le fait. Hein. On a l'air de dire, ah, regardez, bah, finalement, à part le fait qu'on voit la paume et le dos de la main, bah, c'est pratiquement la même chose. Ça a l'air d'être une symétrie miroir. Mais ça ne l'est pas du tout parce que si vous pliez vos doigts, faites-le par rapport à vos paumes, vous allez avoir des mouvements ici de pliure qui sont dans des sens opposés, forcément. Donc, ici, vos deux mains sont ce qu'on appelle chirales. Chiral, ça veut dire que la droite n'est pas la même chose que la gauche et vous devez les distinguer. C'est ça que ça veut dire globalement. Alors, chiral pour des mains, c'est facile. Chiral pour des pieds, c'est facile. Chiral pour tout ce que nous avons en double et qui nécessite de distinguer la droite de la gauche, c'est facile. La chiralité en chimie, c'est relativement facile aussi. Ça a été mis en évidence ici par Pasteur. Ah bah oui, c'est lui qui l'a fait la première fois. Donc, hein. En fait, pour une molécule, la chiralité dépend du plan de polarisation de la lumière. Soit ça va vers la gauche, soit ça va vers la droite. Ça a été montré déjà avant Pasteur sur des quartz, mais par Pasteur sur des molécules. Et c'est très important parce que ça veut dire, regardez mon petit dessin ici, qu'il y a des molécules droites et des molécules gauches. Regardez, ici, c'est pas la même chose. On croirait que c'est la même chose. Hein. Regardez, symétrie miroir. Ici, vous avez une molécule. Comme je suis une quiche en chimie, je ne sais pas vous dire quel est le nom de la molécule. Je n'ai jamais eu de cours de chimie, donc voilà. C'est dit, et c'est dommage. Le système belge devrait penser à des cours de chimie pour les masters en maths. Merci, ce serait bien. Et donc ici, qu'est-ce que vous avez? Bon, une molécule. Sa symétrie, le symétrique par rapport à une symétrie miroir. Hein, donc vous voyez ici, donc par exemple, le chlore lui est resté identique, mais l'hydrogène est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, donc symétrie miroir. Mais si vous faites faire une rotation maintenant, vous faites faire une rotation autour de l'axe vertical, c'est-à-dire autour du chlore, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le brome, je suppose, va prendre la place de l'hydrogène, ici. L'hydrogène va prendre la place du fluor et le fluor va prendre la place du brome. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, il y a inversion entre les parties bleues et jaunes. Ce qui veut dire que cette molécule-là, elle est chirale. Par contre, vous auriez de l'hydrogène dans les deux endroits, à la place ici du fluor, pourquoi pas? Et là, ce serait achiral. Ce serait énantiomorphe. C'est-à-dire que la version droite et la version gauche coïncident. Et vous avez entendu parler de cet énantiomorphisme-là, rappelez-vous, hein, dans les représentations des transformations Lorentz. Alors, encore un petit mot pour dire, parce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que c'est, droite-gauche finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Aussi, ça a une importance absolument cruciale. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a des molécules qui sont exclusivement gauche, qu'on appelle lévogyres. Les acides aminés, par exemple, en font partie. Puis il y a des sucres qui sont essentiellement dextrogyres. Vous n'avez pas de version lévogyre, c'est-à-dire vous n'avez que des versions droites. Et c'est important parce que ces versions gauche et droite, elles interagissent différemment avec les récepteurs du corps humain, qui sont eux-mêmes chiro, hein, puisque regardez ici déjà au niveau des mains, nous sommes chiro. Ainsi, sur les médicaments, par exemple, vous avez des molécules gauches, par exemple, qui vont être efficaces, mais si vous prenez la version droite, alors vous avez trois possibilités. Soit il n'y aura aucune efficacité, soit il y aura une efficacité sur une autre maladie, ou soit carrément ce sera nocif.
Et ça, c'est le cas par exemple de la thalidomide de sinistre réputation, puisque ça nous a fait malheureusement pas mal de bébés avec des malformations. Donc, vous voyez que ces versions droite et gauche, ça n'a l'air de rien, mais c'est absolument primordial. Alors, quand on a affaire à des objets, même des objets petits comme des molécules, c'est faisable. Quand vous avez affaire à des particules, c'est-à-dire à des points, comment pouvez-vous décrire la chiralité? On peut la décrire comme ceci en fait. Et c'est pour ça que je vous ai fait appel à l'énantiomorphisme des représentations de l'algèbre de Lorentz. Vous avez une version droite et vous avez une version gauche aussi. Et les deux sont différentes. Donc les représentations D1 demi 0 et D0 1 demi sont en fait chirales. Et c'est la réunion des deux, comme dans l'équation de Dirac, qui fait l'énantiomorphisme. Eh bien, c'est ça qui va définir la chiralité d'une particule comme l'électron. Soit je suis avec la représentation D1 demi 0, soit je suis avec la représentation D0 1 demi. C'est donc quelque chose d'hyper peu visuel. Autant on peut comprendre la chiralité avec les mains, avec les molécules, tout ça est très visuel, autant ici on est dans quelque chose de complètement abstrait. Alors il ne faut pas croire qu'on n'a pas essayé de traduire la chiralité, donc une version droite et gauche avec d'autres choses. Vous allez trouver par exemple dans la littérature l'hélicité. Alors l'hélicité, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, là c'est pas du tout abstrait comme les représentations de l'algèbre de Lorentz. L'hélicité, c'est de dire tout simplement que le vecteur de spin soit parallèle ou antiparallèle avec le vecteur impulsion, tout simplement. Alors ça, c'est très simple. Et une particule va être déclarée gauche ou droite en fonction de mon vecteur de spin est parallèle ou antiparallèle avec le vecteur impulsion. Mais le gros problème avec l'hélicité, c'est d'abord qu'elle n'est pas relativiste. Donc c'est plutôt gênant pour une théorie relativiste. Et en plus, elle n'est susceptible d'être intéressante que pour des particules de masse nulle. Ce n'est pas le cas de l'électron. Donc pour dire qu'un électron est gauche ou droit, on n'a malheureusement que la chiralité, c'est-à-dire les représentations de l'algèbre de Lorentz. Alors, pourquoi vous parlez de la chiralité? Eh bien tout simplement parce qu'on a un opérateur qui vous permet de passer d'une représentation à une autre, c'est-à-dire d'une chiralité gauche à une chiralité droite. Et cet opérateur, c'est gamma. Tout simplement. Alors, comment peut-on comprendre ça? Je vous rappelle par exemple les solutions de l'atome d'hydrogène. Vous avez l'exponentielle de IM phi. Exponentielle de IM phi pour M est égal à 1,5, puisque M fait référence évidemment à la troisième composante ici d'un moment angulaire, c'est-à-dire pour un électron, plus 1,5 moins 1,5. Donc, si m vaut 1,5, vous avez l'exponentielle de i demi phi. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour revenir au fait que l'électron, en faisant un tour complet, ne va pas revenir dans un état identique. On va passer en fait de 1 à moins 1. Et ça se comprend à travers cette exponentielle. Si vous remplacez phi par 2pi, vous allez avoir l'exponentielle de i pi, c'est-à-dire cosinus pi, c'est-à-dire moins 1. C'est à cause de ça. Par contre, vous remplacez phi par 4pi et vous obtenez 1. Donc, il faut faire 2 tours complets pour qu'un électron revienne dans son état initial. Et avec un seul tour, il passe de 1 à moins 1. Oui, mais passer de 1 à moins 1, ça peut se faire de deux façons en fait. Eh bien oui, passer de A à moins 1, tous les électrons le font. Mais il y en a certains qui passent par I et d'autres qui passent par moins I. Et ça, c'est tout simplement remplacer phi par pi ou phi par moins pi. Eh bien, ceux qui passent par I vont être appelés des droits, des électrons droits. Ceux qui passent par moins I vont être appelés des électrons gauches. Il y a donc deux types d'électrons, gauche et droit. Et les deux sont liés à la matrice gamma 5, c'est-à-dire celle qui permet l'inversion de masse. Vous allez ainsi avoir un électron, un bispineur, un électron de Dirac, le bispineur de Dirac, qui va finalement être une somme d'un électron droit et d'un électron gauche. Et vous voyez, ce qui permet d'avoir l'électron droit,
c'est la matrice 1 demi identité plus gamma 5. Ce qui permet d'avoir l'électron gauche, c'est 1 demi identité moins gamma 5. Oui, mais maintenant, avec vos états d'énergie négative, vous passez de l'un à l'autre par la matrice gamma 5. Ce qui veut dire que vous n'avez plus une somme d'électrons droit et gauche, mais une différence. Qu'est-ce que ça va donner ça? Eh bien, j'en sais strictement rien parce que j'en suis là, je vais dire, il faudrait maintenant que des chercheurs, moi je suis trop âgée pour ça et j'ai en plus un métier officiel qui me prend beaucoup de temps, il faudrait maintenant que des chercheurs peut-être soient intéressés par ces états d'énergie négative et de masse négative. Donc, pour ne pas briser ici l'interprétation probabiliste, les probabilités seront positives à condition d'avoir énergie négative et masse négative. C'est vraiment le point crucial ici. Et en plus, vous passez de l'un à l'autre par cet opérateur-là qui a un lien avec la chiralité. Alors maintenant, la chiralité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le modèle standard parce que figurez-vous que le modèle standard ne mixe pas, ne mélange pas les chiralités. En fait, aucune interaction connue n'est capable de passer d'une chiralité droite à une chiralité gauche. Pourquoi est-ce qu'on a une interaction inconnue? Je pose comme ça la question, mais vraiment crûment et vraiment dans le vague, je n'en ai aucune idée, mais peut-être que ça vaudrait la peine de se pencher là-dessus. Autre chose également qui pourrait susciter l'intérêt, on ne sait jamais de chercheurs qui seraient en train de m'écouter, c'est le problème des interactions faibles. En fait, on sait que les interactions faibles, à travers le boson, hein, rappelez-vous, les bosons, c'est toujours les agents de lien des interactions. Ici, on sait que les bosons qui sont associés aux interactions faibles ne jouent qu'avec les particules qui sont gauches et les antiparticules qui sont droites. Bon, donc, de nouveau, qu'est-ce qui va se passer si on introduit des antiparticules gauches et des particules droites? Est-ce que cette inversion de masse a à voir avec ce changement de chiralité? Revenons également au modèle standard avec des termes de masse pour ceux qui s'y connaissent. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais vous avez des termes de masse qui ont tout à voir avec le boson de Higgs, autre agent d'interaction, hein, évidemment. C'est lui, le boson de Higgs, qui va donner une masse aux particules. Voyez ça un petit peu comme finalement une épreuve de Koh-Lanta. Vous savez, cette épreuve où les candidats sont susceptibles de ramasser un maximum de boue en se roulant dans cette boue. C'est un petit peu ce qui arrive aux particules. La boue, c'est le champ de X et les candidats de Koh-Lanta, ce sont les particules. Plus elles vont se rouler dans cette boue, dans ce champ de X, et plus elles vont être massives. Mais certaines n'ont pas d'interaction, et c'est pour ça qu'elles n'ont pas de masse avec ce champ de X. Alors, pour des masses négatives, est-ce qu'il existe un pendant du boson de X? Est-ce que c'est le boson de X vu autrement avec... Je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment des questions que je lance comme ça à brûle pour point. Mais peut-être que je dis bien peut-être, je ne suis vraiment rien du tout pour lancer l'interrogation, mais il y a peut-être des chercheurs confirmés ou débutants curieux qui vont s'intéresser à ça. Peut-être qu'on a été trop vite en éliminant ces états d'énergie négative. Peut-être qu'on devrait les reconsidérer en sachant qu'automatiquement c'est lié à des masses négatives, sinon la probabilité évidemment ça n'ira pas du tout. Et peut-être qu'il faudrait revoir le modèle standard avec l'apparition de ces masses négatives et de ces énergies négatives qui ont une implication, ça me paraît assez clair, sur la chiralité à cause de cette matrice gamma 5 qui permet l'inversion de masse. Ce sont des grandes lancées, comme ça, peut-être qu'ils ne mèneront à rien du tout, peut-être que je délire, je n'en sais rien du tout, mais voilà, pour moi, ça valait la peine de terminer cette série par cette liste de questions, finalement, qui n'ont pas de réponse. Mais peut-être que certains d'entre vous pourront amener ces réponses-là. En tout cas, ça achève donc ma série sur la mécanique quantique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention parce que ça a vraiment été
de manière très surprenante pour moi que j'ai pu atteindre plusieurs centaines d'internautes. Je n'ai aucune publicité, je ne suis subsidiée par personne, j'ai un métier officiel qui n'a rien à voir avec ce que je vous raconte là, et métier officiel auquel je vais devoir me consacrer à partir de maintenant. C'est pour ça que je vous dis que c'est ma dernière capsule. Je vais devoir préparer mes nouveaux cours. Alors, rien à voir, mais vraiment rien à voir avec ce que je vous raconte là. Ça va être des maths destinées à des instituteurs primaires, donc vous voyez. Mais je dois préparer ces cours, c'est le métier qui me nourrit, qui nourrit ma famille, donc c'est ma priorité numéro 1. Et en plus, je m'adresse ici à un public, un futur instituteur primaire que j'adore et qui vaut la peine. Donc, je vais me consacrer à eux dans les semaines et les mois qui viennent. Il n'empêche que vraiment, ça a été un plaisir de recevoir vos retours, de voir que ça avait intéressé certaines personnes d'entre vous. Et qui sait, je suis toujours de nature optimiste, on sème parfois des graines qui on croit que ça va être emporté par le vent, et puis non, il y en a une qui va tomber dans un terreau fertile. Donc peut-être que les petites graines que je suis en train de semer ici trouveront un terrain fertile dans certains d'entre vous, et que ça mènera à des choses éblouissantes. J'en sais rien du tout. Peut-être que ces graines-là vont pourrir d'elles-mêmes. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça a été un plaisir vraiment de faire ce bout de chemin avec vous. Peut-être qu'on se retrouvera d'ici quelques mois quand j'aurai fini mon métier officiel. Merci beaucoup en tout cas à vous, et peut-être à une prochaine fois.